Monsieur Bernard, qui était donc originaire de la région, puisqu'il était louanais, avait sa société à Borne, à Montreuil, mais voulait s'agrandir. Et cherchant à s'agrandir, et il avait, il faut dire aussi, il avait une propriété au Villard, donc il venait souvent à Tournu, et bon, il a pensé que les locaux de la féculerie pouvaient s'acquérir à moindre prix, et il pouvait installer une usine, et c'est ce qu'il a fait. Et il a acheté ça en 59, et puis il a embauché en premier M. Favette, qui lui est venu en tant que technicien. Et puis après, bon, il a eu besoin de quelqu'un pour s'occuper du côté administratif. Mais très exactement, airborne en anglais, c'est le parachute. Et le terme airborne a été acquis, parce qu'il a été acheté, parce que pendant la guerre, à l'époque des V1 et V2, les Anglais avaient utilisé le latex pour faire des ballons qui étaient équipés de parachutes et qui étaient lâchés dans l'atmosphère pour faire exploser donc les fameux V1. Et donc l'Angleterre s'est trouvée avec un gros stock de latex à la fin de la guerre, et quelqu'un a eu l'idée d'émulsionner ce latex, c'est-à-dire d'en faire de la mousse et de l'utiliser comme coussin de siège. Et M. Bernard a acheté le procédé et donc en même temps a acheté le droit d'utiliser le mot airborne. Quand je suis rentré donc au mois d'avril 60, il n'y avait qu'un atelier métal, c'est-à-dire on ne fabriquait que des carcasses de canapé-lit, uniquement canapé-lit. Mais il faut dire, il y avait 20 personnes à l'époque. Hein. Et on a petit à petit augmenté le volume en métal par des carcasses de fauteuils. Et puis après, bon, on a monté des ateliers de polissage et puis d'assemblage. Mais la couture est venue après. Et que le premier modèle de fauteuil en tissu qui était cousu à Tournu, c'est un modèle qui s'appelait le fauteuil A. C'est une armature métallique en forme de A, si on veut exactement, avec une toile forte qui s'empochait sur les pointes la pointe haute des A et les pointes basses, qui faisaient une espèce de corbeille. Alors on avait reçu des gabarits en carton. Alors, bon, ben, il n'y avait personne. J'ai dit, c'est bon, il faut que je me lance. Alors c'est moi qui ai coupé les premiers modèles en appliquant les gabarits comme j'ai pu. Il n'y avait pas plus que ça dure très longtemps parce que je n'étais pas économe du tissu, moi. Parce que là aussi, il faut savoir positionner les différents éléments. Très rapidement, d'ailleurs, bon, ça c'était les tout premiers modèles, mais après, bon, on a coupé en matelas avec des ciseaux électriques, c'est-à-dire c'est une espèce de truc qu'on promène, c'est déjà une évolution. Et puis petit à petit, monté l'atelier de chrome, qui a été un des éléments importants des fabrications d'Airborne, parce qu'on faisait tous nos chromes, donc on apportait sur le marché vraiment un produit de qualité, c'est-à-dire qu'on avait des bains de décapage, des bains de nickelage, et même au départ, avant le nickel, on faisait une application de cuivre, et après on a travaillé directement sur le nickel, et pour finir, la finition étant le chrome. Et puis on a monté les ateliers de garnissage. Alors là, à partir du moment où les couturières avaient
cousu les éléments. On se passait à l'atelier de garnissage où on mettait les parties qui étaient collées sur les armatures et puis les systèmes de fermeture éclair, puisqu'on avait presque tous nos modèles étaient équipés de fermeture éclair, de manière à pouvoir être déhoussés, à réparer, nettoyer, etc. Et puis bon, l'affaire a pris de l'importance et de 3 ou 4 couturières du départ, on est arrivé à un moment où il y en avait 52. D'une coupeuse, on est passé à une douzaine de coupeuses. Et là, on est passé aussi à la presse à couper les tissus. Alors là, ça a été, si vous voulez, un des premiers éléments de la diminution de personnel, si vous voulez. Au plus, j'ai eu 360 personnes à l'effectif. Là, si vous voulez, il y a eu, et ça c'est la désertification des campagnes, le processus, et je pense a été le même pendant de nombreuses années. Les gens avaient une exploitation agricole, petit site. Bon, disons peut-être l'importance d'une dizaine de vaches ou à peu près à ce niveau-là. Et arrivé en 62 ou 63, il y a eu de mauvaises années. Et ces gens-là, qui n'étaient plus tout jeunes, se sont trouvés en difficulté. Alors, ils sont venus travailler à l'usine. Enfin, ils ont cherché à s'embaucher dans les usines. Ils sont venus travailler. Et la femme et les enfants, ou le grand-père, continuaient l'exploitation. Et après, ça devenait trop. Donc, le mari étant pris à l'usine tout le temps, on a liquidé une partie du cheptel, et puis en troisième lieu, on a liquidé tout. C'est-à-dire qu'il y a eu la partie paysan-ouvrier, et la partie ouvrier encore un peu paysan, et après la partie ouvrier uniquement. Et ça a été, il y a eu une année où vraiment ça avait été remarquable, parce que j'ai dû embaucher 8 ou 9 paysans de plus de 50 ans dans les 3 mois du printemps en 63, je crois. En 73, le premier choc pétrolier où on a payé. Ça paraît idiot de dire que le choc pétrolier nous a détruits, parce qu'on n'était pas directement lié au pétrole, mais ça a été une crise qui s'est amorcée à ce moment-là, et les clients de haut de gamme ont arrêté net les achats. On a fait les, je ne veux pas dire les 3/4, mais un peu plus, dirons les 7/10 du chiffre d'affaires qui était nécessaire. À partir du moment où on a des investissements en cours, si on ne réalise pas le chiffre d'affaires, on est très vite en difficulté. Donc vos difficultés ont commencé à ce moment-là? Oui, fin 73, et surtout 74. Après, ça a été à partir du moment où on commence à être en difficulté, tout s'enchaîne. L'administrateur judiciaire, au bout d'un moment, a pris la décision de licencier tout le monde. Et à quelle date exactement, il va avoir des trous dans ma mémoire. Moi, je crois que c'était au mois de juin 75, où tout le monde a été licencié. Et l'usine est restée occupée pendant tout l'été. Et là, il y a eu un repreneur qui avait déjà été sur les rangs à un moment donné, qui était l'entreprise Chambas de Villefranche,